Les livres d'histoire ne vous le diront pas. Mais l'humanité a déclaré la guerre pour des sots, des cochons, des coquillages et même des caniches mal élevés. Oubliez les batailles épiques et les causes nobles. Aujourd'hui, vous allez découvrir les guerres les plus stupides, les plus étranges et les plus absurdement ahurissantes de l'histoire humaine. De vrais conflits, de vraies morts. Des raisons absolument ridicules. Des empereurs combattant les océans aux pays se disputant des pâtisseries, ce n'est pas une parodie. C'est l'histoire à son paroxysme de folie. Commençons. 1. Très bien, commençons par l'une des opérations militaires les plus inoffensives de l'histoire. En 1866, le minuscule Liechtenstein décida de prendre part à la guerre austro-prussienne. Toute leur armée, soit 80 hommes, partit défendre un col alpin que personne n'essaya réellement de prendre. Ils n'eurent aucun combat, profitèrent de ce que nous ne pouvons que supposer être une magnifique excursion de camping financée par les contribuables, puis rentrèrent ça chez eux. Mais voici le rebondissement. Ils sont revenus avec 81 soldats. Oui, d'une manière ou d'une autre, ils ont récupéré un nouveau gaz en chemin, comme un bonus humain. Pas de bataille, pas d'effusion de sang, juste un ami mystérieux et une belle histoire. Le Liechtenstein est peut-être le seul pays de l'histoire à terminer une guerre avec plus de troupes qu'il n'en avait au début. Ce n'est ni une défaite ni une victoire, c'est un miracle de recrutement. 2. La Rome antique, vers 40 après JX, nous a donné beaucoup de choses étranges, mais rien de tel que la guerre de l'empereur Caligula contre la mer. L'histoire raconte que Caligula, offensé par le dieu de la mer Neptune ou peut-être juste de très mauvaise humeur, ordonna à ses légions d'attaquer l'océan, et ils le firent. Des milliers de soldats en armure marchèrent jusqu'à la plage et, sous les ordres impériaux, commencèrent à poignarder les vagues. De l'eau, littéralement. Après cette démonstration de puissance salée, Caligula déclara victoire et leur fit ramasser des coquillages comme trophée de conquête. C'est exact, des coquillages. Imaginez être un soldat romain essayant d'avoir l'air courageux tout en combattant l'eau à l'épée. C'est moins une campagne militaire et plus une séance de thérapie de groupe très coûteuse. Rome, où même l'eau n'était pas en sécurité. 3. En 1325, deux puissantes cités-États italiennes, Bologne et Modène, se sont lancées dans un conflit meurtrier à cause de un seau en bois. Non, pas métaphoriquement. Un seau littéral, physique. Les Modénois l'auraient envolé à un puits bolonais et Bologne, profondément insulté, le réclama. Modène refusa, avec l'équivalent médiéval de « ce qui est trouvé est gardé ». Ce qui suivit fut la bataille de Zappolino, un affrontement réel et sanglant qui fit des milliers de morts. Pour un seau, un récipient, pour l'eau. Et voici le clou du spectacle. Ce seau exact est toujours exposé à Modène, comme un trophée de guerre du conflit le plus mesquin de l'histoire. C'est un rappel que parfois, la fierté pèse plus que la logique, et que les Italiens médiévaux étaient absolument prêts à mourir pour leur Tupperware. 4. Dirigeons-nous vers 1859 et les pittoresques îles San Juan, un endroit si charmant qu'il était revendiqué par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Là, un homme nommé Lyman Cutler possédait un champ de pommes de terre. Et dans ce champ, un cochon appartenant à des Britanniques s'égara. Après quelques festins de légumes racines de trop, Cutler craqua et abattit le cochon. Et c'est ainsi que commença une crise internationale. Les deux camps mobilisèrent des troupes. Des navires de guerre furent préparés. Les diplomates paniquèrent. Pour un cochon, un seul port. Le monde plana brièvement au bord d'une guerre alimentée par le jambon. Heureusement, la seule victime resta le cochon, et un groupe d'Allemands aida à la médiation de la paix. Mais pendant un instant, le destin du Nord-Ouest Pacifique a reposé sur le dos recouvert de bacon d'un animal de ferme très malchanceux. C'est une façon de faire la une. 5. Nous nous dirigeons maintenant vers la frontière gréco-bulgare en 1925, pour ce qui est peut-être le jeu de rapporter le plus dramatique du monde. Un soldat grec promenait son chien près de la frontière lorsque le cabot s'élança soudainement en territoire bulgare. Le soldat le poursuivit, mais fut tragiquement abattu par des gardes bulgares. La Grèce, furieuse à juste titre, lança un ferme ultimatum, et lorsque celui-ci échoua,
elle déclencha une incursion militaire. C'est exact, une guerre pour un chien. Elle fut connue sous le nom de guerre du chien errant, car l'histoire a le sens de l'humour. La Société des Nations dut intervenir et désamorcer la situation, probablement tout en demandant aux deux parties « Êtes-vous sérieux là, tout de suite ?» Personne ne sait ce qu'il est advenu du chien, mais on peut dire sans se tromper qu'il a déclenché l'un des effondrements diplomatiques les plus poilus du XXe siècle. 6. En 1839, le Missouri et le territoire de l'Iowa ont failli entrer en guerre pour quelque chose que Winnie l'ourson aurait absolument soutenu, le miel. Une bande de terre riche en arbres producteurs de miel était revendiquée par les deux parties. Le Missouri a tenté de taxer les résidents là-bas, l'Iowa a répondu « Pas vos abeilles, pas vos arbres », et les tensions ont monté. Les deux camps ont même mobilisé leurs milices. Oui, des hommes armés se sont rassemblés pour du sirop. Pendant quelques semaines tendues, fusils et esprits étaient prêts à l'affrontement. Heureusement, aucun coup de feu n'a été tiré et la Cour suprême des États-Unis est finalement intervenue avec l'équivalent juridique d'un vaporisateur. Mais pour un doux moment de l'histoire américaine, il semblait qu'une guerre puisse éclater non pas pour le pétrole, la terre ou la politique, mais parce que deux territoires voulaient vraiment, la même garniture collante pour le petit déjeuner. 7. Nous sommes maintenant à Mexico, en 1838. Un pâtissier français nommé Monsieur Remontel affirma que des officiers mexicains avaient saccagé sa boulangerie des années auparavant, détruisant ses précieuses pâtisseries. Il réclama 60 000 pesos de dommages et intérêts, une somme absurde même pour un éclair très chic. Au début, le Mexique se moqua de lui, puis la France s'en mêla. Et par « s'en mêla », je veux dire qu'elle envoya toute une flotte navale, bloqua des ports et bombarda une forteresse. Oui, ce fut une guerre menée, littéralement, pour des pâtisseries. Les diplomates auraient pu régler ça avec un croissant et un café. Au lieu de cela, les canons tirèrent, les soldats combattirent. La guerre des pâtisseries devint une réalité. Imaginez simplement expliquer à vos enfants que votre bateau a coulé à cause d'un différend international sur des tartes gâchées. Bon appétit, la diplomatie. 8. Notre prochaine absurdité nous vient de 1739, lors de ce qui devint la guerre de l'oreille de Jenkins. 8 ans plus tôt, des gardes-côtes espagnols avaient arraisonné un navire marchand britannique et auraient tranché l'oreille du capitaine, un homme nommé Robert Jenkins. Ils lui dirent de la porter à son roi comme un message. Et il le fit. 7 ans plus tard, Jenkins entra au Parlement britannique, sortit son oreille, qu'il avait conservée dans un bocal, et raconta son histoire. Le Parlement, déjà désireux d'en découdre avec l'Espagne, utilisa l'oreille comme excuse pour déclarer la guerre. Un conflit militaire à grande échelle, le tout apparemment déclenché par un morceau de cartilage. Nul ne peut dire si l'oreille était encore fraîche, mais une chose est certaine. La Grande-Bretagne savait garder rancune, avec du formaldéhyde. 9. Retour au XVIIIe siècle, où l'Autriche a combattu l'Autriche. En 1788, lors d'une campagne contre les Ottomans, l'armée autrichienne établit son camp près de Caransebeș. Cette nuit-là, un groupe de soldats partit à la recherche d'alcool et trouva des habitants vendant du schnapps. Bientôt, ils furent ivres, bruyants et lourdement armés. Un coup de feu accidentel provoqua la panique. D'autres crurent que les Ottomans attaquaient, et dans l'obscurité, le chaos éclata. Des régiments entiers tirèrent les uns sur les autres, à l'aveugle. Des chevaux s'enfuirent, des officiers crièrent en 5 langues différentes, et au matin, des centaines étaient morts, tués entièrement par des tiramis. L'armée ottomane réelle arriva 2 jours plus tard pour trouver un champ de bataille déjà couvert de corps. L'Autriche avait combattu et vaincu. Elle-même. Parfois, l'ennemi est à l'intérieur. Littéralement. 10. Nous revoilà en Amérique pour la guerre d'Aroostook, également affectueusement appelée la guerre du porc et des haricots. C'était en 1838, et l'État américain du Maine et le Nouveau-Brunswick, sous contrôle britannique, ne pouvaient s'accorder sur l'emplacement de la frontière. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont envoyé des bûcherons. Pas des diplomates, pas des soldats, des hommes maniant la hache vêtus de flanelle. Lorsque les tensions ont monté,
les deux camps ont fait appel à leurs milices. Des forts furent construits. Des provisions furent stockées. Pourtant, pas un seul coup de feu ne fut tiré. Toute cette guerre impliqua des télégrammes en colère, quelques arrestations et beaucoup de repas à base de haricots. Finalement, le traité Webster-Ashburton traça une belle ligne pacifique sur la carte. Mais pendant un certain temps, un conflit international menaça à cause du bacon, des haricots et des bouleaux. La presque guerre la plus douillette de l'histoire. 11. Nous sommes en 1900, et dans ce qui est aujourd'hui le Ghana, l'Empire britannique décida de faire ce qu'il savait faire de mieux, exiger de s'asseoir sur quelque chose de sacré. Le peuple Ashanti possédait le tabouret d'or, un symbole vénéré de leur nation et de leur autorité spirituelle. Le gouverneur britannique, dans une éblouissante démonstration d'ignorance coloniale, demanda à s'y asseoir. Ce n'était pas juste une chaise. On croyait qu'il contenait l'âme du peuple Ashanti. Sans surprise, les Ashanti ne le prirent pas bien. Ils se soulevèrent et le conflit devint connu sous le nom de guerre du tabouret d'or. Les Britanniques finirent par se retirer, la queue entre les jambes, et le tabouret fut caché en lieu sûr. Que cela serve de leçon, tous les sièges ne sont pas faits pour s'asseoir, surtout ceux qui contiennent littéralement l'âme de quelqu'un. 12. Parlons maintenant de la guerre du whisky. Une confrontation de plusieurs décennies entre le Canada et le Danemark au sujet d'un rocher inhabité appelé l'île Hans. Personne n'y vivait. Il n'y avait aucune ressource. Ce n'était qu'un morceau de pierre arctique. Mais les deux pays la voulaient. Ainsi, chaque fois qu'une partie visitait, elle retirait le drapeau de l'autre, plantait le sien et laissait derrière elle une bouteille d'alcool, du whisky canadien ou du schnapps danois. Ce jeu pacifique de « capture du drapeau, laisse une boisson » a duré près de 50 ans. Personne n'a été blessé. Aucun coup de feu n'a été tiré. Juste deux nations se taquinaient poliment avec de l'alcool. En 2022, ils ont finalement convenu de diviser l'île. Probablement la guerre la plus civilisée de l'histoire humaine. À votre santé! 13. Les choses vont se corser. En 1839, le Missouri et le territoire de l'Iowa ont failli en venir aux mains pour une parcelle de terre riche en arbres producteurs de miel. Le Missouri la revendiqua et envoya des percepteurs d'impôts. Les habitants dirent non. L'Iowa dit carrément non, et des milices furent mobilisées. Des hommes armés se sont alignés près de la frontière, prêts à se battre pour le contrôle de quelques abeilles. Le mieux dans tout ça, quelqu'un a effectivement abattu des arbres pour voler le miel, aggravant toute la situation. Les journaux se sont déchaînés avec des jeux de mots sur les abeilles. Les esprits se sont finalement calmés, et la Cour suprême des États-Unis a tracé une ligne de démarcation. Mais pendant une douce minute, les Américains étaient prêts à partir en guerre pour du nectar. C'est probablement la seule fois dans l'histoire où l'expression « trop doux pour être géré » est devenue une préoccupation militaire. 14. 1866. De nouveau, mais cette fois nous rendons visite au voisin plus célèbre du Liechtenstein, le Royaume d'Italie. Ils n'ont pas envoyé 80 hommes camper. Non, l'Italie était occupée à se battre pour la Sardaigne, avec elle-même. Pendant des siècles, deux fières républiques maritimes, Pise et Gênes, ne purent décider qui devait posséder l'île. Elles lancèrent des flottes, pillèrent des ports, se battirent sur terre et sur mer, encore et encore. L'île changeait de main plus souvent qu'une pièce maudite. Tantôt Pise l'avait, tantôt Gênes. Parfois personne. Une source a même affirmé qu'ils ont essayé de voler les églises de l'autre, brique par brique, juste pour prouver un point. Les Sardes, ils regardèrent surtout, peu impressionnés. Une guerre de fierté, d'entêtement et de mesquinerie mutuelle, à la méditerranéenne. 15. Passons à 1883 au Kansas, Dodge City pour être exact. Le Far West américain était déjà chaotique, mais la guerre de Dodge City a porté les choses à un niveau de ridicule supérieur. Ce n'était pas une guerre d'armée, mais de joueurs, de propriétaires de saloons et d'hommes de loi aux intérêts divergents. Un camp comptait Bat Masterson et Wyatt Earp, de véritables légendes du Far West. L'autre avait le maire local et ses fidèles exécuteurs. Il y eut des confrontations, des arrestations
des manigances juridiques et des pauses théâtrales, mais personne n'a réellement tiré sur qui que ce soit. Finalement, le gouverneur est intervenu et a dit « assez de cosplay de cow-boy » et a rétabli l'ordre. Toute cette affaire concernait moins la loi que le contrôle des boissons alcoolisées et des tables de poker de la ville. Le summum du capitalisme occidental. 16. Nous sommes à la fin des années 1800 et deux paléontologues américains, Othniel Charles Marsh et Edward Drinker Cope, sont sur le point de se déclarer la guerre. Non pas avec des armes à feu, mais avec des pelles, des égaux et du sabotage. C'était la guerre des os. Ces deux hommes se détestaient tellement qu'ils détruisaient les fossiles pour éviter que l'autre ne les obtienne. Ils ont soudoyé des fouilleurs, publié de fausses accusations et même nommé des espèces de dinosaures juste pour se moquer l'un de l'autre. La rivalité a fait avancer la science des dinosaures de plusieurs décennies, mais a également détruit d'innombrables spécimens précieux. Imaginez financer des expéditions juste pour faire sauter les découvertes de votre ennemi. C'était en partie de la science, en partie un feuilleton mesquin, de la mesquinerie jurassique financée par le Smithsonian. Et oui, c'était tout aussi dramatique que cela en a l'air. 17. Partons en 1986, en plein désert tchadien, pour la guerre des Toyota, un nom qui ressemble à une dispute de conseil d'administration, mais qui fut bien réel. Le Tchad, une nation considérablement sous-équipée, affrontait l'armée lourdement blindée de la Libye. On s'attendrait à des chars contre des chars, mais le Tchad eut une meilleure idée, des pick-up Toyota modifiés, rapides, bon marché et étonnamment efficaces. Ils montèrent des armes anti-chars sur les bennes et utilisèrent leur mobilité pour déjouer les forces libyennes plus lentes. Et ça a marché. Ils ont absolument anéanti les divisions blindées libyennes, changeant la donne quant à ce que signifie réellement légèrement armé. C'est probablement le seul conflit moderne où une marque de voiture mérite une médaille. Ne sous-estimez jamais un Hilux avec du caractère. 18. Rencontrons l'un des excentriques les plus attachants de l'histoire, l'empereur Norton Ier, empereur autoproclamé des États-Unis et protecteur du Mexique. Dans les années 1860, Joshua Norton était un excentrique de San Francisco qui a juste décidé qu'il était le chef. Le public l'adorait. Les entreprises honoraient sa fausse monnaie. La police le saluait. Et parmi ses nombreux décrets royaux, il déclara la guerre au Congrès pour sa corruption excessive. Personne n'écouta, bien sûr, mais il déclara aussi la paix immédiatement après, ce qui équilibra les choses. Il exigea même qu'un pont soit construit entre San Francisco et Oakland, ce qui finit par arriver. Délirant? Peut-être. Mais dans un monde de chaos, l'empereur Norton était étrangement cohérent. Il régna sans violence, sans impôts ni logique, et les gens l'adorèrent pour cela. 19. Passons maintenant à un conflit qui a commencé avec du fruit à pain. À la fin du XVIIIe siècle, l'Empire britannique avait un plan. Transporter des plants de fruits à pain de Tahiti aux Caraïbes pour nourrir à moindre coût les travailleurs réduits en esclavage. Voici le HMS Bounty et sa mutinerie tristement célèbre. Mais voici le rebondissement. Les marins n'étaient pas en colère à propos de la mission elle-même. Ils étaient en colère à cause de l'espace que prenaient les plantes. L'eau, la nourriture et le confort furent sacrifiés pour les arbres. Les esprits s'échauffèrent et finalement, la chaîne de commandement aussi. L'équipage se mutina, abandonna le capitaine Bligh à la dérive et ramena le Bounty dans le Pacifique Sud. Alors oui, une mutinerie et un quasi-effondrement impérial déclenché par un glucide feuillu. Le fruit à pain, le révolutionnaire silencieux de la nature. 20. Nous sommes en 1112 et une foule de milliers d'enfants en France et en Allemagne décident qu'ils vont reconquérir Jérusalem, sans armes, sans armée, ni nourriture. Juste la foi divine. Ce fut la croisade des enfants, un mélange tragique de délire collectif, de ferveur religieuse et d'irresponsabilité adulte. La plupart des enfants ne dépassèrent jamais le sud de l'Europe. Beaucoup moururent de faim. Certains moururent de maladie. D'autres furent vendus en esclavage. Les quelques survivants rentrèrent chez eux des années plus tard, si tant est qu'ils le firent. Et non, ils n'ont même jamais vu la Terre Sainte.
Cela reste l'un des exemples les plus déchirants de l'histoire de la façon dont les mauvaises idées, mêlées à la foi et au désespoir, peuvent mener au désastre. Croisade? Plutôt une mise en danger collective d'enfants, édition médiévale. 21. À la fin des années 1500, Cologne fut entraînée dans une guerre pour quelque chose de simple et scandaleux, un mariage. L'archevêque de Cologne, l'un des 7 électeurs du Saint-Empire romain germanique, décida de se convertir au protestantisme et, haletant, de se marier. Cela ne plaisait pas aux puissances catholiques, car apparemment, la réforme religieuse est mauvaise, mais un évêque qui trouve l'amour? C'est impardonnable. S'ensuivit une guerre totale. Les armées marchèrent. Les villes brûlèrent. Tout cela parce qu'un homme de foi choisit une femme plutôt que le célibat, et que Rome est devenue mesquine à ce sujet. C'est probablement la seule fois dans l'histoire où l'expression « mariage au fusil » s'applique à une région entière. Morale de l'histoire. Ne sous-estimez jamais jusqu'où la religion organisée ira pour empêcher la lune de miel de quelqu'un. 22. Au début du XXe siècle, quelque part dans la haute société allemande, 2 femmes aristocrates se sont lancées dans une querelle acharnée. À propos de quoi? Leur caniche. L'une accusa le chien de l'autre d'un comportement inapproprié en public, probablement en reniflant là où il ne fallait pas. La situation a tellement dégénéré que leurs maris ont failli se battre en duel à ce sujet. C'est exact. Des hommes adultes, armés, prêts à risquer la mort pour défendre l'honneur de leur chien. Les journaux s'en sont emparés. La bonne société suivit la saga comme s'il s'agissait d'un feuilleton. En fin de compte, des esprits plus calmes, et peut-être les caniches eux-mêmes, ont désamorcé la tension. Mais pendant un bref et glorieux moment, l'Allemagne fut au bord de la guerre des caniches. Preuve que la haute société n'est pas à l'abri de la folie des enjeux mineurs. 23. Parlons de quelque chose de vraiment stupide. En 1778, pendant la Révolution américaine, des patriotes ont élaboré un plan astucieux pour détruire les navires britanniques amarrés à Philadelphie. Le plan? Remplir des barils de poudre à canon, les faire flotter sur la rivière et espérer qu'ils explosent à l'impact. Ils l'appelèrent la bataille des barils. Malheureusement, les barils ont surtout flotté sans but. Certains ont explosé. La plupart non. Les soldats britanniques paniquèrent et commencèrent à tirer des canons sur les barils, terrifiés à l'idée d'être déjoués par des pièges à bière flottants. Aucun navire ne fut détruit. Mais les Américains ont gagné quelque chose de mieux, des relations publiques. Ils en firent une chanson. Ainsi, bien qu'il ait échoué militairement, il réussit à ennuyer l'ennemi et à divertir les foules. Une déception explosive n'a jamais semblé si entraînante. 24. Et maintenant, la Sardaigne. Du XIe au XIIIe siècle, Pise et Gênes se sont livrés une guerre ridiculement longue et sanglante pour le contrôle de cette île. Pourquoi? Parce que les 2 parties étaient obsédées par la domination de la mer Tyrrhénienne. Ce qui a commencé comme une rivalité de marchands et de marins est devenu une obsession totale. Ils ont construit des flottes, pillé les ports les uns des autres et échangé l'île dans les 2 sens comme un souvenir maudit. À un moment donné, Gênes a même kidnappé un évêque sarde, juste pour marquer un point. Il ne s'agissait pas de territoire. Il s'agissait de fierté, d'entêtement et d'égo maritime. Des siècles plus tard, les Sardes seraient sans probablement toujours d'accord. La seule chose plus stupide que de perdre votre île est de la perdre 2 fois en un siècle. Bien joué, Italie. 25. En 1835, les États-Unis ont connu un bras de fer interne qui a failli dégénérer en véritable guerre entre l'Ohio et le territoire du Michigan. La raison? Une étroite bande de terre marécageuse, appelée la bande de Toledo. Les 2 parties la revendiquaient et aucune n'était prête à céder. Des milices furent mobilisées, des troupes se firent pain de face, et pendant quelques semaines tendues, le pays fut au bord de l'absurdité civile. Des coups de feu furent tirés, en l'air. Un homme fut poignardé, par accident. Le reste n'était que cris et paperasse. Finalement, le gouvernement fédéral attribua Toledo à l'Ohio et offrit au Michigan un prix de consolation, la péninsule supérieure. Car qu'est-ce qui dit mieux? Désolé, on vous a pris votre bout, que des kilomètres de forêt gelée. C'était la résolution de conflits américaine à son plus mesquin.
26. L'Islande contre le Royaume-Uni. Non, pas à l'Eurovision, mais dans l'Atlantique Nord, à propos de poissons. Des années 1950 aux années 1970, les guerres de la morue firent rage, alors que l'Islande étendait ses limites de pêche et que le Royaume-Uni refusait de les reconnaître. Les chalutiers britanniques continuèrent de pêcher. Les patrouilleurs islandais tentaient de les arrêter, et ce qui s'ensuivit fut une bataille décennale de coupures de filets, d'abordage de navires et de claques de poissons diplomatiques. Personne ne déclara officiellement la guerre, mais les nerfs furent mis à vif et les coques endommagées. Finalement, l'Islande obtint gain de cause et des droits de pêche exclusifs. Ce pourrait être le seul conflit de l'histoire où la victoire fut mesurée en tonnes d'aigle fin. Tendu, ridicule et incroyablement poissonneux. 27. En 1969, les tensions entre le Salvador et le Honduras ont explosé, et un match de football fut l'étincelle. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde, des violences éclatèrent parmi les supporters, alimentées par des problèmes politiques et d'immigration de longue date. Quand le Salvador a perdu, des émeutes ont éclaté. Quelques jours plus tard, l'armée salvadorienne a traversé la frontière. Une vraie guerre, avec des frappes aériennes et des victimes, le tout déclenché par un match de football. Les combats durèrent 100 heures avant un cessez-le-feu. Les deux camps revendiquèrent la victoire, mais personne n'a vraiment gagné. Sauf, peut-être, la FIFA, qui utilise maintenant cette histoire pour expliquer pourquoi elle prend la sécurité des stades si au sérieux. La guerre du football reste un avertissement. Ne sous-estimez jamais jusqu'où les gens iront pour se venger en crampons. 28. En 1961, la CIA tenta de renverser Fidel Castro à Cuba en envoyant un groupe d'exilés cubains envahir l'île. Elle fut appelée l'invasion de la baie des Cochons, et elle se déroula aussi bien qu'une mission planifiée par un comité d'amateurs trop confiant. De mauvaises informations, des débarquements ratés et une sous-estimation complète des forces cubaines menèrent au désastre. Les exilés furent capturés, l'opération fut exposée, et les États-Unis subirent un œil au beurre noir international si important qu'il aurait pu tenir le rôle principal dans son propre feuilleton. C'était censé être une victoire rapide. Au lieu de cela, ce fut l'exemple parfait de la façon de ne pas faire un coup d'État. Si l'histoire militaire était un bêtisier, ce serait l'ouverture et le rappel. 29. Nous voyageons maintenant jusqu'au XVe siècle, en France, où les nobles eurent une excellente idée. Levons-nous tous dans une rébellion totalement incohérente. Ce désordre fut connu sous le nom de la guerre folle, et il fut à la hauteur de son nom. De puissants aristocrates défièrent la régence d'Anne de Beaujeu, puis furent distraits par les querelles internes, des alliances qui ne duraient que 5 minutes, et des complots qui n'avaient absolument aucun sens. À un moment donné, ils changèrent de camp en pleine guerre. La couronne écrasa la rébellion, principalement parce que les rebelles passaient alors plus de temps à se poignarder dans le dos qu'à réellement combattre. C'était comme Game of Thrones. Si les scénaristes avaient remplacé les dragons par des beaux-parents ivres et oublié l'intrigue à mi-chemin. Le chaos médiéval à son apogée. 30. En 1667, Louis XIV de France envahit les Pays-Bas espagnols. Et son excuse? Une loi d'héritage bizarre appelée dévolution, qui disait en gros que sa femme méritait le territoire parce que son père était mort. C'était une technicalité juridique dont personne, à part 5 érudits poussiéreux, ne se souciait. Mais Louis pensa que cela sonnait suffisamment officiel, alors il envoya l'armée. Ce qui suivit fut la guerre de dévolution. Un conflit court, relativement modéré, mais entièrement né de l'ego royal et de quelques lignes en petit caractère médiéval. C'est comme déclarer la guerre à cause d'une clause testamentaire confuse. La France a fait étalage de sa puissance, l'Espagne a fulminé et l'Europe a soupiré. Il s'avère que « ma femme le mérite » est un argument terrible bien avant l'existence des disputes sur Internet. 31. Au XIIIe siècle, la guerre de Saint-Sabas éclata entre deux cités-États superpuissantes, Venise et Gênes, pour le contrôle d'un seul monastère en Terre Sainte. Un seul. Même pas une forteresse. Un monastère. Les deux camps le revendiquaient, aucun ne céda, et bientôt leur rivalité dégénéra en un conflit naval brutal de 14 ans.
des flottes furent à couler, des routes commerciales perturbées et d'innombrables vies perdues, tout cela pour le droit de maintenir quelques murs, quelques moines et une vue sur les toits d'Acre. C'est sans doute le conflit foncier le plus coûteux de l'histoire médiévale. Zillow le listerait comme « ambiance spirituelle, potentiel de légère effusion de sang ». Gênes finit par gagner. Mais avec le recul, tout le monde a perdu, surtout les moines. 32. En 1983, un minuscule village espagnol appelé Lijar déclara la guerre à la France. La raison ? Des citoyens français à Paris auraient insulté le roi d'Espagne en visite. Indigné, le maire de Lijar réunit le conseil municipal et, avec les 300 habitants derrière lui, déclara officiellement les hostilités. La France ne s'en aperçut jamais. Aucun soldat ne fut envoyé. Aucun coup de feu ne fut tiré. Pendant plus de 100 ans, la guerre resta active, entièrement sur papier. Finalement, en 1983, Lijar déclara officiellement la paix. Ils n'avaient rien fait d'agressif, mais ils avaient de marquer leur position. C'est probablement la seule guerre de l'histoire menée avec 0 arme et 100% de fierté. La diplomatie par geste dramatique, édition Petite Ville. 33. Et nous terminons avec la guerre la plus courte jamais enregistrée, la guerre anglo-zanzibarite de 1896. Après la mort du sultan, les Britanniques ne voulaient que leur candidat préféré prenne le pouvoir. Zanzibar s'y opposa et fortifia le palais. Les Britanniques lancèrent un ultimatum, furent ignorés, et à 9h02, ouvrirent le feu. À 9h40, c'était fini. 40 minutes. Un camp perdit toute sa marine, un bateau, le palais fut rasé, et le nouveau sultan se rendit immédiatement. La guerre se termina avant même que la plupart des gens n'aient fini leur petit déjeuner. Elle détient toujours le record du monde Guinness du conflit armé le plus bref. Imaginez partir en guerre, tout perdre, et avoir quand même fini à temps pour le brunch. La défaite la plus rapide de l'histoire. Voilà donc. 33 guerres qui vous font vous demander comment notre espèce a pu dépasser l'âge du bronze. Et maintenant, c'est votre tour. Laquelle était la plus ridicule? Ou mieux, pouvez-vous nommer une guerre encore plus stupide que ces 33? Mettez-le en commentaire, et si c'est assez fou, nous pourrions bien en parler dans le prochain épisode. Si cela vous a fait rire, plissez les yeux ou criez « Quoi ?» devant votre écran. Vous savez ce qu'il faut faire. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, et réécrivons l'histoire, une absurdité à la fois.